Une règle peut se définir comme quelque chose qui est imposé ou adopté comme ligne directrice de conduite. On est tous plus ou moins amenés à obéir à des règles dans notre vie et donc je pense que c'est quand même important de comprendre ce que c'est. Non pas du tout, je rigole, on s'en fout parce que justement aujourd'hui on parle de ceux qui brisent les règles, c'est parti pour l'histoire de la DX. Ceux d'entre vous qui ont découvert le catch comme moi dans les années 2000 ont connu le retour de la DX en 2009 avec seulement Triple H et Shawn Michaels avec leurs bâtons fluorescents, leurs tanks ou encore Hornswoggle, mais à la base, la DX c'est pas que ça. Et donc il faut remonter en 1997 pour vivre les prémices de ce clan et raconter toute leur histoire. Alors que Triple H est encore appelé Hunter Hearst Helmsley à cette époque, il progresse rapidement ces derniers temps et défait Mankind dans la finale du tournoi King of the Ring aux côtés de sa nouvelle manager Chyna. Mais là où il va faire une apparition marquée, c'est surtout lors du Raw du 11 août 1997. Alors que le Heartbreak Kid Shawn Michaels affronte Mankind, il a promis que ce soir on verrait arriver son garde du corps. Et donc quand Hunter et Chyna font leur entrée, le public n'est pas étonné. C'est un bon choix, en plus il y a une vraie animosité entre les deux et Mankind, donc qui de mieux pour lui venir en aide. Mais si pendant tout le match ils ne se contenteront que de rester hors du ring sans rien faire, l'arrivée de Rick Rude vers la fin du match va tout changer. Le véritable garde du corps de Shawn Michaels fait donc son entrée, mais alors pourquoi Chyna et Hunter sont-ils venus aux abords du ring? Eh bien on va rapidement le comprendre. Chyna monte sur le ring pour attirer l'arbitre, permettant à Rick Rude d'exploser une chaise sur le crâne de Mankind qui dégustera un switch in music juste après, offrant la victoire à Shawn Michaels. Et si le moment était déjà très important, il le sera d'autant plus puisque l'Undertaker fait son entrée pour s'en prendre à son rival Shawn Michaels, mais est interrompu par Paul Bearer qui annoncera l'arrivée proche du monstre rouge, Kane. L'alliance entre les quatre personnages va continuer puisque Hunter et Shawn Michaels iront faire équipe dès la semaine suivante et dans le même show, Hunter va commencer à s'en prendre verbalement au président de la WWE à l'époque commentateur, Vince McMahon. Vous voyez peut-être où tout cela va mener, mais avant ça, le groupe va aider Shawn Michaels lors de son match prévu contre l'Undertaker à Ground Zero, qui terminera en no contest à cause de leurs nombreuses interventions. Mais si à ce moment-là on était en plein dans la rivalité entre Shawn Michaels et l'Undertaker, on va voir que le groupe va rapidement s'attaquer à un clan rival. Lors d'un épisode de Raw, ils attaquent le British Bulldog qui faisait son entrée et Day One Night Only, grâce à ses partenaires, le Heartbreak Kid bat le Bulldog pour lui prendre le titre européen, officialisant le début de la rivalité contre le clan mené par Bret Hart, la Hart Foundation. Même si Michaels continue en parallèle sa rivalité contre l'Undertaker, on sent que son groupe avec Hunter prend en importance et croyez-moi, c'était très loin d'être fini. Suite à la victoire de Michaels contre l'Undertaker dans le premier Hell in a Cell de l'histoire grâce au début de Kane, le Heartbreak Kid et son clan vont pouvoir s'attaquer à d'autres problèmes et ils commencent dès le 6 octobre l'une des soirées les plus importantes de leur histoire. Ils vont tirer le slibard de Michael Cole pour l'humilier, troller Vince McMahon en parlant de l'incident du Curtain Call, cet événement où Michaels, Triple H, Nash et Hall ont brisé l'illusion qu'ils étaient rivaux en célébrant ensemble hors caméra mais toujours devant le public, et ils vont passer plusieurs minutes à insulter le président. Ils seront tout de même interrompus par la Hart Foundation contre qui ils sont toujours en rivalité, et Bret Hart, le champion de la WWF, prononcera ces mots qui vont marquer le clan: Shawn Michaels, tu n'es rien de plus qu'un dégénéré. Vous vous en doutez, c'était officiellement parti, ce qui à la base était simplement un groupe de 4 personnes va maintenant devenir un clan qui va marquer l'histoire. Alors que Bret défie Hunter pour un match, les deux amis continuent de le troll et Michaels ponctuera le discours de Bret Hart par cette phrase: j'ai 2 mots pour toi, suck it. Et si le clan se construit déjà une personnalité, ils vont continuer la semaine suivante alors qu'ils annoncent officiellement qui ils sont avec Shawn Michaels qui prononcera cette phrase: nous sommes The Generation X, vous faites les règles et nous on les brise. C'était donc parti. Hunter devient officiellement Triple H, le clan se trouve un nom et une identité, celle de briser les règles, et ils ont un comportement jamais vu auparavant mais qui collait parfaitement à leur attitude, ils allaient dominer la WWE. Le groupe va prendre encore plus en ampleur suite aux événements du Montreal Screwjob, dans lequel Bret Hart sera escroqué réellement par la fédération puisqu'il refusait de perdre contre Shawn Michaels, et après avoir continué leur rivalité contre la Hart Foundation en taguant WCW sur le dos de l'enclume notamment, il sera temps de passer à l'étape supérieure. Maintenant haï de tous, l'ADX va se séparer de Rick Rude qui quitte en réalité la WWE pour protester contre le Montreal Screwjob et se lance dans diverses rivalités. L'une d'entre elles appuiera sur l'opposition entre la DX et les officiels puisque Triple H affrontera le commissionnaire Sergeant Slaughter qui se fera troll en permanence et qui tentera de briser la DX en les faisant s'affronter dans un match pour le titre européen. Alors que Michaels est champion européen et WWF, il n'est évidemment pas intéressé par ce titre et laisse donc Triple H le battre dans un match 100% troll pour que les deux hommes se retrouvent titrés. Le projet de Sergeant Slaughter qui visait à séparer le groupe tombe complètement à l'eau et pendant toute cette période, les fans qui suivaient le catch sont devenus en grande majorité fans de la DX. C'était vraiment le groupe qui briser les règles et que tout le monde avait envie de suivre, et tous leurs segments de l'époque, aussi hallucinants soient-ils, ont très clairement marqué l'histoire.
Pendant de longues semaines, Michaels et Triple H auront chacun leur propre rivalité un petit peu chacun de leur côté, tout en continuant à nous proposer des segments très drôles et très divertissants, mais malheureusement, la folie de la DX va très vite être interrompue. Alors pourtant que Mike Tyson lui-même les soutient et est un grand fan du groupe, D-Generation X va subir une lourde perte. Gravement blessé au dos, Shawn Michaels perd le titre contre Stone Cold à WrestleMania suite à une trahison de Tyson et HBK est contraint de prendre sa retraite. Coup dur pour le groupe, mais vous allez voir que Triple H ne comptait clairement pas lâcher l'affaire. Reprenant le clan sous son aile, il introduit de nouveaux membres qui vont marquer l'histoire de ce groupe, les New Age Outlaws et X-Pac. Et là, le clan va prendre une ampleur encore plus grande. Véritablement érigé en leader de la guerre du lundi soir contre la WCW, on va vivre des moments marquants que personne n'a oubliés, et en particulier ce jour où le clan est allé envahir la fédération rivale. Sous les yeux de très nombreux fans qui étaient présents physiquement pour participer à cette invasion, la DX nous propose l'un des segments les plus marquants de l'histoire dont je suis sûr vous avez tous déjà vu les images et qui est une parfaite incarnation de la guerre du lundi soir. Alors je prends ce moment en exemple évidemment parce que c'est l'un des plus marquants, mais des dingueries, la DX en a fait et même certaines qui quand on les regarde avec un œil aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est que cette DX à l'époque, elle représente à merveille le public qui est ciblé par la WWE et même par le catch en général, c'est-à-dire les adolescents et les jeunes adultes. Le groupe était complètement fou et faisait n'importe quoi. Clairement, les trucs les plus fous, les plus choquants et les plus interdits, la DX se gênait pas pour les faire et c'est pour ça que les gens les aimaient autant. En plus, le groupe incarnait vraiment l'alternative à ce qui se passait du côté de la WCW avec la NWO et au-delà de la guerre WCW-WWE, les fans avaient tous un parti pris entre la DX et la NWO. Les deux clans incarnaient parfaitement ce côté cool et rebelle des années 90 et s'il était bien sûr impossible d'avoir une confrontation directe entre les deux groupes du fait qu'ils étaient chacun dans une promotion différente, les fans eux s'affrontaient indirectement dans une guerre de clans. C'est pendant cette période aussi que la DX va feuder contre la Nation of Domination, rivalité qui durera un bon moment, mais en réalité le groupe est bien plus mémorable par ses segments hors du ring que par ses matchs ou par ses rivalités. Alors je dis ça, mais évidemment les membres de la DX nous proposeront de très bons matchs et auront d'ailleurs de nombreux règnes de champions, et d'ailleurs l'année 98 sera très positive pour de nombreux membres du groupe puisque les New Age Outlaws seront sacrés équipe de l'année et X-Pac de son côté recevra le prix du meilleur retour de l'année. Mais comme je l'ai dit, si de nombreux clans ont marqué l'histoire du catch de par leurs matchs, leur rivalité et leur intensité dans le ring, ce qui a marqué les fans et l'histoire du catch de manière générale, c'est leur segment hors du ring et notamment leur catchphrase. Et oui, je suis sûr que vous les connaissez quasiment toutes, la DX c'est une quantité de catchphrases absolument hallucinante. On a le classique Suck It qui d'ailleurs réunit deux générations parce que je suis sûr que les fans des années 90 comme nous pendant la génération Catch Attack, on a répété cette phrase comme des cons sans même savoir ce que ça voulait dire. Mais on avait également le monologue de Triple H au début des matchs ou encore celui des New Age Outlaws, enfin bref, les catchphrases de la DX ont clairement marqué l'histoire du catch. Mais ce qui était marquant avec la DX, c'était autant les catchphrases que les gestes. On a évidemment celui du Suck It, mais aussi les bras en forme de X ou encore l'entrée de Triple H et Shawn Michaels qu'on a tous évidemment imité à de nombreuses reprises. Mais si à ce moment-là tout se passait bien sous le contrôle de Triple H, le retour de Shawn Michaels en tant que commissionnaire va venir un petit peu perturber les plans de la DX. Et petit à petit, entre le retour de Michaels et les problèmes au sein de la DX avec notamment la trahison de Chyna, le groupe va commencer à se séparer. Triple H va quand même retrouver son ancienne partenaire dans la Corporation, mais plus d'histoire de DX à ce moment-là, le groupe était définitivement détruit. Alors oui, évidemment, les New Age Outlaws et X-Pac vont continuer un petit peu de leur côté à faire vivre la DX, mais en réalité, on peut considérer qu'à ce moment-là, le groupe s'est séparé, mais une nouvelle fois, c'était bien sûr pas fini. Malgré un très bref retour en 99, on n'était quand même pas prêt de revoir la DX au complet avant un moment, puisque les divers membres étaient chacun dans des storylines différentes. La storyline la plus importante de cette époque, c'est évidemment celle entre Triple H et Vince McMahon, qui va mener au mariage entre Triple H et Stephanie, mais surtout qui va permettre au nouveau couple McMahon-Helmsley d'être rejoint par les anciens membres de la DX pour enfin une réunion du clan. Alors évidemment, pas de Shawn Michaels dans le groupe, mais on retrouve quand même les New Age Outlaws et X-Pac aux côtés de The Game, et la DX va cette fois-ci s'éloigner de leur rôle de briseur de règles, puisqu'avec le pouvoir sur la WWE grâce à Stephanie McMahon, c'était désormais la DX qui faisait les règles. Permettant à The Game de dominer la WWE en tant que champion, et amenant également des titres de champion par équipe au sein du groupe grâce aux New Age Outlaws, la DX est inatteignable et débarque chaque semaine dans un bus qui sera nommé le DX Express, insistant sur leur monopole et leur toute-puissance. Mais on va pas se mentir, toutes ces réunions, c'est pas celles qui ont marqué le plus de gens. Pour ceux qui suivaient à l'époque, l'âge d'or de la DX, c'est évidemment la version originelle avec Shawn Michaels, ou alors celle avec les New Age Outlaws et X-Pac pendant la Monday Night War. Et pourtant, la DX qui j'imagine a marqué nombre d'entre vous, c'est toujours pas celle-là, c'est celle qui est beaucoup critiquée par les fans de l'Attitude Era, je parle évidemment de la DX des années 2000. Alors que Triple H règne en maître sur la WWE avec de nombreux titres de champion et une domination totale du roster, le Heartbreak Kid Shawn Michaels effectue son retour et on pense enfin voir les deux meilleurs amis réunis. Mais l'histoire vous la connaissez, Triple H va attaquer son ancien partenaire pour se lancer en rivalité contre celui-ci, nous proposer une série de matchs magnifiques
et finalement, les chemins des deux créateurs de la DX vont à nouveau se séparer. Mais vous le savez, on va évidemment pas s'arrêter en si bon chemin, et il va être donc temps de à nouveau réunir la DX, et cette fois-ci pour de bon. Durant l'année 2006, Triple H, qui est toujours censé être un méchant aux écrans, entre en rivalité avec John Cena. Mais malheureusement pour The Champ, à cette époque, le public commence déjà à en avoir marre. Donc à WrestleMania 22, quand les deux hommes s'affrontent dans un match pour le titre, The Game reçoit un soutien universel des fans, l'obligeant à transformer son personnage en gentil. Mais un événement encore plus important va avoir lieu ce soir-là lors de WrestleMania. Durant son match contre Vince McMahon, alors qu'il s'apprête à le détruire à travers une table, Shawn Michaels envoie le légendaire signe Suck It sous l'ovation de la salle qui voit dans ce geste l'annonce d'un retour de la DX. Les espoirs vont grandir encore plus quand dans le main event de la soirée, Triple H réalise le même signe, faisant une nouvelle fois exploser la foule et alimentant la rumeur d'un retour. Mais malgré ces gestes qui nous laissent penser que la DX allait faire son retour de manière imminente, les deux hommes ne vont pas tout de suite se recroiser. En 2006, alors que Triple H a démoli Shane McMahon avec son sledgehammer le 15 mai, Vince McMahon va exiger des excuses de sa part la semaine suivante. Triple H viendra bien sûr dans le ring face au président lors du Raw suivant, et Vince McMahon lui dira que ce n'est pas compliqué, que pour s'excuser, il n'a que 2 mots à prononcer. Et vous vous en doutez, à la seconde où la phrase est prononcée, elle va résonner dans la tête de tous les fans de la DX. Et en plus, elle va résonner de manière encore plus importante puisque Triple H va la répéter en disant à Vince McMahon « Tout ce que tu veux c'est 2 mots, eh bien ça tombe bien parce que j'ai 2 mots pour toi. » Et alors que la salle est déjà en train de hurler la légendaire phrase de l'ADX, Triple H prend le micro, regarde Vince McMahon dans les yeux et lui dit « Je m'excuse ». La clim est évidemment extrêmement forte ce soir-là, mais vous inquiétez pas, c'est pas fini. Shawn Michaels va évidemment s'en prendre à son ami en lui reprochant d'avoir fait un pacte avec le diable, et dans le main event, le Heartbreak Kid est contraint d'affronter le Spirit Squad en 1 contre 5. Alors qu'il est malmené depuis de longues minutes par les 5 hommes, Michaels trouve la force de s'en sortir, il reprend le dessus sur certains membres du Spirit Squad et envoie son switch in music. Mais alors qu'il s'apprêtait à en placer un 3ème, il reçoit un violent coup de chaise sur son genou, et comme ça, le Spirit Squad continue sa destruction. Comme si ça ne suffisait pas, Vince McMahon va en plus maintenant demander à The Game de venir avec son sledgehammer pour terminer le boulot et mettre un terme à la carrière du Heartbreak Kid. Triple H entre dans le ring et demande au Spirit Squad de relever Shawn Michaels. Le Heartbreak Kid est sans défense et alors que le public scande DX, Triple H les ignore et s'apprête à commettre l'irréparable. Mais selon Kenny du Spirit Squad, The Game prend trop son temps. Il lui arrache le sledgehammer des mains et lui dit qu'il va s'en charger à sa place. Et vous le savez maintenant, prendre le sledgehammer des mains de Triple H est probablement l'une des pires idées qu'on peut avoir. Et alors que Kenny s'élance avec son sledgehammer, il déguste un spinebuster et The Game va décimer le Spirit Squad au centre du ring, protégeant indirectement son ancien partenaire. Évidemment, cette action ne va pas plaire à Vince McMahon et The Game va donc se lancer en rivalité contre l'autorité et contre le Spirit Squad, et près d'1 mois plus tard, le 12 juin 2006, il est lui aussi contraint d'affronter le groupe dans un gauntlet match. Normalement, dans ce type de match, Triple H devrait enchaîner les adversaires un par un, mais rapidement, 4 des 5 membres du Spirit Squad vont se retrouver dans le ring et Triple H est passé à tabac. Mais alors que Vince McMahon demande l'arrivée du dernier membre du Spirit Squad, tout ne va pas se passer comme prévu. Le corps de Mitch arrive bien sur la scène, mais pas comme Vince l'espérait. Le mec se fait balancer depuis l'autre côté du rideau et ne tardera pas à être rejoint par le boss Shawn Michaels qui fait son retour. Arrivant dans le ring pour aider Triple H, les 2 anciens partenaires déciment le Spirit Squad et c'est officiel, sous l'explosion de la salle, Triple H et Shawn Michaels se réunissent, effectuant le signe mythique de la DX et officialisant la reformation du groupe. Et là c'était parti. Les deux vont partir dans tous les sens avec des dingueries qu'on a tous vues, comme la scène où ils vont imiter Vince McMahon et Shane McMahon, ou encore celle où ils vont recouvrir le Spirit Squad d'un liquide vert et bien d'autres. La DX était de retour avec un style certes très différent, mais quand même extrêmement divertissant. Alors bien sûr, c'était plus la DX des années 90 en pleine attitude era, mais il faut aussi comprendre que le public cible n'était plus forcément le même et que même Triple H et Shawn Michaels n'avaient plus le même âge non plus. Et on pourra dire ce qu'on veut et critiquer cette version de la DX, elle a permis à beaucoup de découvrir ce clan et de s'intéresser à leur passé. Et d'ailleurs, ça a été mon cas, c'est grâce à ce run que j'ai eu l'idée d'aller regarder des archives sur les débuts de la DX et sur leur run pendant l'attitude era. Vince et l'autorité en place va prendre particulièrement cher pendant cette période, avec le segment de la bouse sur la rampe d'entrée, les tags de la DX sur son avion et sur plein d'autres éléments appartenant à la WWE, l'imitation dont j'ai déjà parlé et où Triple H va spammer que Vince McMahon aime les coqs. Alors pas l'animal bien sûr, mais bon la vanne marche pas en français mais je pense que vous l'avez compris quand même. On aura aussi à cette époque la rivalité contre Rated RKO qui était de très grande qualité même si elle n'a pas duré longtemps à cause des diverses blessures. Et enfin, on aura une nouvelle réunion avec un nouveau run dans les années 2008-2009 que beaucoup ont connu pendant la génération Catch Attack. À cette époque, la DX va être bien plus mise en avant pour son côté merchandising, on va pas se mentir, avec les sticks lumineux et autres t-shirts, mais leur run ne sera pas non plus mauvais. Ils auront durant l'année 2009 un bon run en équipe avec une feud contre la Legacy que j'avais personnellement grandement
grandement apprécié et qui en plus faisait suite à la rivalité entre Triple H et Randy Orton. Et même toutes les vignettes qui ont mené jusqu'au retour de Michaels sur nos écrans, c'était assez cool. En plus de ça, le premier match de la rivalité contre la Legacy aura lieu à SummerSlam avec cette entrée en tank qui était très propre et qui en a marqué beaucoup. Puis évidemment, elle continuera avec ce Submission Count Anywhere à Breaking Point qui est l'un des matchs les plus sous-cotés de cette période selon moi. Mais si là j'ai parlé des grands moments en équipe de la DX pendant cette période, il y a aussi eu de grands moments en solo. Je veux dire, vous vous rappelez tous de ce moment à Survivor Series 2009 où on a un triple menace entre Cena, Triple H et Michaels qui s'ouvre par ce switch in musique de nulle part envoyé en plein crâne de The Game pour choquer tous les fans. Alors certes, à la fin de ce match, aucun des deux ne ressort vainqueur, mais tout de même, rien que ce spot est absolument fou et honnêtement, vu le talent des deux, peu importe ce qu'on leur donnait, ils en faisaient de l'or. Et d'ailleurs, en parlant d'or, ils vont finir par réellement en toucher puisque lors de TLC 2009, dans un match encore une fois très bon, DX décroche les ceintures de champion par équipe unifiée pour obtenir le premier titre par équipe pour l'union Michaels-Triple H. Donc mine de rien, ce run a quand même une importance à la fois historique mais également dans le ring. Alors oui, je sais, les gens qui ont vécu les grandes heures de DX pendant l'Attitude Era ont dû grincer des dents quand ils ont vu Hornswoggle rejoindre le groupe, mais je le répète, le tribunal des nains à l'époque, moi ça me faisait marrer. Et la DX, ça régalait tous les jeunes fans qui avaient découvert le produit, et c'était le but. C'est aussi à cette époque que les jeux SmackDown vs Raw sont à leur apogée, avec notamment le 2009 qui met en avant le côté catch par équipe, avec donc forcément la DX, et qui nous offre cette entrée de fou, en plus des tenues débloquables dans le Road to WrestleMania de Triple H, qui nous permet de reformer cette équipe légendaire. J'invite d'ailleurs ceux qui ne le savent pas encore à me rejoindre sur ma chaîne secondaire sur laquelle je suis en train de reposter tous les Road to WrestleMania que je fais en direct sur Twitch, donc je vous attends là-bas. Mais si à l'époque on a pu bien profiter de l'ADX, l'équipe va petit à petit se séparer après avoir perdu les titres par équipe. Sans pour autant s'embrouiller pour clôturer leur run, les deux hommes prennent des chemins différents alors que Michaels voudra à tout prix briser la streak de l'Undertaker à WrestleMania et que Triple H entrera en rivalité contre Sheamus. L'histoire on la connaît tous malheureusement, le Heartbreak Kid va échouer à WrestleMania et sera contraint de prendre sa retraite, mettant pour de bon un terme à l'union entre Michaels et Triple H dans le ring. Alors le clan aura des réunions de manière régulière à l'avenir, à commencer par WrestleMania 31 où pour la première fois de l'histoire on aura une confrontation entre DX et NWO avec Sting, même si ça n'a pas grand sens, et qui j'imagine a dû faire grandement plaisir aux fans qui attendaient cette confrontation depuis plus d'une décennie. Bon, c'est vrai que même si le moment est très cool, je pense qu'il arrive peut-être un peu trop tard, mais en souvenir du bon vieux temps, la WWE a bien fait d'amener enfin cette confrontation aux écrans. D'autres réunions auront bien sûr lieu, notamment en 2018 lors des 25 ans de Raw, mais c'est également cette année-là qu'une réunion dans le ring aura lieu avec Michaels qui sortira de sa retraite pour s'associer encore avec The Game en affrontant les Brothers of Destruction. Et que certains le veuillent ou non, ce match était une erreur colossale. En plus d'entacher la retraite de Michaels, il aurait pu extrêmement mal tourner au vu de l'état des 4 hommes dans le ring, et aujourd'hui, Michaels lui-même regrette ce match, et a raison, parce que même si on peut pas lui reprocher d'avoir accepté une telle somme d'argent, ce match aurait pu être catastrophique. Toujours est-il que cette réunion d'ADX, on préfère l'oublier, et en réalité, on préfère bien sûr se remémorer les grandes heures du clan. Ils auront également l'opportunité de se réunir en 2019 lors de leur intronisation au Hall of Fame, qui sera aussi très cool, et enfin récemment pour leur 25 ans d'existence lors d'un épisode de Raw. Malheureusement pour cet épisode, on va noter l'absence de Billy Gunn qui est actuellement sous contrat avec l'AEW et avec qui la WWE n'a pas réussi à trouver un accord pour qu'il soit présent, bien qu'il en ait eu très envie. Aujourd'hui, la DX est bien sûr un clan qui appartient au passé, même si avec Triple H en contrôle du créatif du roster principal et Shawn Michaels en chef de NXT, on peut dire que la DX a réellement pris le contrôle de la WWE. La DX est donc l'un des plus grands clans de l'histoire, un clan qui brisait les règles et qui pourtant était apprécié de tous justement pour ce côté rebelle, un clan qui incarnait une parfaite opposition à la NWO et qui a permis de faire vivre la Monday Night War à merveille, mais aussi un clan qui avec un retour dans les années 2000 a permis à beaucoup de fans qui ne les connaissaient pas de les découvrir et de s'intéresser à leur histoire que je vous ai aujourd'hui résumée. Vous aviez été très nombreux à me demander de retracer l'histoire de la DX, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez bien sûr pas à dire au bouton like et s'abonner de Suck It et de me donner votre avis sur la vidéo en commentaire. Je le répète pour ceux qui sont pas au courant, mais si vous voulez revivre l'histoire de la DX sur SmackDown vs Raw 2009, alors je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne secondaire. Et pour ceux qui sont intéressés par mes live Twitch, le lien de ma chaîne est en description. Je vous attends là-bas et sur tous mes autres réseaux qui sont en description. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.